Jean-Jacques Courtine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire européenne à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, Mhm. et professeur émérite de plusieurs universités, la Sorbonne, Paris 3 à Paris, l'Université de Californie à Santa Barbara. Et vous avez dirigé avec Georges Vigarello et Alain Corbin l'histoire du corps, puis l'histoire de la virilité. Mhm. Vous avez également publié avec Claudine Roche une histoire du visage. Mhm. Puisque les histoires vous semblent être une passion, du moins une manière de penser, vous êtes lancé toujours avec Georges Vigarello et Alain Corbin dans une histoire, mais cette histoire, cette fois, c'est l'histoire des émotions. Et pourquoi avoir choisi une histoire des émotions? Pourquoi le sujet vous a passionné? Écoutez, il y a deux raisons probablement à cela. Une qui ne dépend pas de nous, mais qui est liée aux transformations de l'histoire contemporaine, qui peu à peu s'est approchée ou rapprochée de ce sujet-là. C'est-à-dire que l'histoire des annales jadis, qui a inauguré le travail sur la longue durée, qui s'est intéressé à des grandes séries économiques et statistiques, s'est peu à peu approché avec l'histoire des mentalités des individus eux-mêmes. C'est un peu la démarche qu'on a suivie, nous aussi, Alain, Georges et moi-même, quand on a tout d'abord produit cette histoire du corps, puis cette histoire de la virilité. C'est-à-dire, il s'agissait de saisir quelque chose des individus dans leur existence corporelle, dans leur inscription genrée, comme on dit maintenant. Et donc, du coup, l'histoire des émotions est une suite en quelque sorte logique de ça. Je m'étais déjà préoccupé de ça il y a relativement longtemps avec Claudine Roche quand on avait fait cette histoire du visage, puisque ça portait sur la question des émotions elles-mêmes. Il s'agissait de savoir comment petit à petit on avait appris à la fois à contrôler et à exprimer ces émotions à travers la maîtrise des expressions faciales, hein. Donc vous voyez, c'est une préoccupation relativement ancienne. Ça a croisé une transformation générale de l'histoire contemporaine qui va dans cette direction-là, notamment dans les pays anglo-saxons où elle est un peu plus avancée que chez nous. Donc c'est à la croisée, en quelque sorte, de préoccupations anciennes de ma part, de même chose en ce qui concerne Alain et Georges, et de notre travail commun, et par ailleurs de ce mouvement général qui se rapproche de plus en plus des individus dans la manière de faire l'histoire. Je crois que c'est comme ça qu'on peut dire à quoi ou pourquoi on en est venu à cette histoire des émotions. Alors, dans cette contribution à l'ensemble, vous avez choisi le problème, l'émotion de Mm. l'anxiété. Oui, oui, Alors, c'est étrange parce qu'on aurait imaginé la peur, on aurait ouais, pu imaginer l'angoisse, oui. mais pas l'anxiété. Mm. Pourquoi? Écoutez, d'abord, je crois parce que je suis probablement anxieux moi-même, comme diraient mes amis, mes enfants, ma famille. Enfin bon, c'est-à-dire que alors, en même temps, il y a guère de comment dire de succès thérapeutique à escompter du travail historique. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai renoncé à cette idée depuis longtemps. N'empêche que c'est quelque chose que, oui, je suis pas sans ressentir, disons. C'est probablement un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que j'ai toujours été frappé par le fait que, autant dans l'histoire des émotions, on dispose d'histoire de la peur. Euh, dans la littérature anglo-saxonne en particulier sur la question, les ouvrages qui présentent dans leur titre une variante quelconque de ce qu'on appelle The Politics of Fear, la politique de la peur, c'est absolument innombrable. Il y en a des dizaines et des dizaines. De plus en plus d'ailleurs à l'époque récente. Donc il y a quelque chose quand même du côté de la peur qui fait historiquement syndrome, j'ai envie de dire. Bon. Mais en lisant tous ces ouvrages-là, j'ai toujours été frappé par les confusions qu'ils opèrent la plupart du temps. C'est-à-dire que la question de la peur ou de la crainte en général ne se pose pas de la même façon, qu'on soit bien sûr dans un temps extraordinairement troublé, tel que celui des guerres avec ce qu'elles supposent de violence, et puis des temps de paix quand même, où les peurs, a-t-on l'impression, reculent, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'insécurité, de l'inquiétude, plus ou moins sourde, plus ou moins, qui demeure.
Et donc, je me suis dit qu'il y avait, de ce point de vue-là, des éclaircissements à apporter, quelque chose à trouver. Je ne pense pas que nos sociétés soient dominées par la peur, comme on l'entend si souvent. Je ne pense pas que la peur en soit absente, hein, par contre, hein, bien sûr. Et tout ce qui vient de se passer récemment à Paris nous le rappelle assez. Mais je pense par contre qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'anxiété qui ne nous quitte guère. Il y a une sorte de sentiment collectif d'inquiétude, de sécurité, qui fait partie des sociétés qui sont les nôtres, des sociétés de masse. C'est ça depuis quand même un bon bout de temps, au moins depuis, de la façon dont je l'envisage, depuis la fin du 19e siècle, quoi, hein. Alors, comme chercheur, Oui. j'ai envie de vous poser une question. Comment travaille-t-on sur un sujet pareil? Parce que vous dites qu'il n'y a pas il y a très peu de texte là-dessus. Il y a c'est une émotion sans objet, vous dites. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué, effectivement, parce que d'abord, il y a la peur et l'anxiété sont souvent confondues. Or, dans la littérature clinique sur la question, parce qu'après tout, au moment où on a l'impression qu'on voit apparaître l'anxiété de manière beaucoup plus massive, dans l'émergence des sociétés de masse à la fin du 19e siècle, des concentrations urbaines, des foules, hein, c'est à ce moment-là qu'on sent quelque chose quand même de cet ordre-là. C'est le moment aussi où la psychanalyse freudienne, Freud lui-même, travaille la question fait apparaître le terme d'angoisse, de névrose d'angoisse. Donc la question de l'anxiété se trouve posée dans la clinique, au moment justement où elle me semble apparaître en même temps comme un affect des sociétés de masse, hein. Donc il y a cette coïncidence-là qui me semble une coïncidence importante. Donc c'est la raison pour laquelle je fais partir les choses de ce moment-là, en tout cas dans le travail que je fais. Et dans ce contexte-là, quand on regarde de près les contributions freudiennes, on s'aperçoit que ce sur quoi il insiste, c'est le fait justement que du côté de l'angoisse, il y a une absence d'objet, ou un objet, en tout cas qu'on ne connaît pas. Alors que la peur, on a un. Freud dit quelque chose comme la peur est tout entière concentrée sur l'objet, alors que l'angoisse, c'est comme ça qu'il l'appelle, fait abstraction de l'objet. Et dans toute la littérature clinique ou psychopathologique, par exemple la psychiatrie française du tournant du siècle, on a cette idée-là, hein, qu'on a affaire à une peur sans objet, à une représentation, à une idée, une évocation de la peur, à une peur de la peur peut-être d'ailleurs elle-même, plutôt qu'à une peur dotée d'un objet, qu'à une menace réelle. Donc c'est ça qui m'a intéressé là-dedans. L'idée de faire l'histoire d'une émotion sans objet ou dont on ne connaît pas l'objet. De ce point de vue-là, j'ai toujours été sensible, par exemple, dans le travail d'Alain Corbin, avec qui je collabore depuis longtemps, sur la possibilité de faire l'histoire des choses immatérielles ou des choses indécises, hein. Alain a fait, par exemple, l'histoire de l'odorat, hein, le miasme et la jonquille, ça s'appelait. Il a publié ça il y a un certain temps. Il a fait l'histoire des cloches, du bruit, hein, ça s'appelle les cloches de la terre, du bruit des cloches à la campagne au 19e siècle, c'est-à-dire des univers sonores ou olfactifs qui ont disparu. Il y a dans l'anxiété, me semble-t-il, des problèmes qui se posent qui sont de cette nature, c'est-à-dire une sorte d'indétermination de l'objet et quelque chose de difficile à attraper du côté historique qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et c'est comme un défi parce que vous essayez de rendre visible quelque chose d'invisible. Oui, c'est-à-dire de rendre compte, effectivement, de quelque chose dont on saisit mal la nature, hein, parce que c'est vrai au plan de ce que les cliniciens racontent, mais ça me semble également vrai au plan historique, hein. L'anxiété est floue, elle est diffuse, elle est changeante, elle est visible, entreaperçue partout et véritablement visible nulle part, hein. C'est quelque chose de flottant, c'est quelque chose de nébuleux dans les sociétés. Et c'est ça que j'essaye de caractériser, oui.
comprend qu'il n'y a pas d'objet, on comprend qu'elle est partout et nulle part, mais est-ce que vous pouvez la définir, cette anxiété? Écoutez, Peut-être la définit-on par défaut. oui, oui. Il m'a semblé qu'une manière de la définir, c'était de la mettre en lien justement avec la question de la peur. C'est-à-dire que là où la plupart des travaux qui portent là-dessus négligent l'anxiété et privilégient la peur, ou considèrent généralement que l'anxiété fait partie des moments historiques qui intervient entre des grandes peurs. Une manière classique de faire l'histoire de tout ça, mais qui ne me semble pas très juste, serait par exemple de considérer qu'il y a des moments historiques où la peur domine, et c'est le moment des guerres. Hein. Donc il y aurait un schéma historique relativement classique où on verrait l'anxiété comme phase d'attente, en quelque sorte, de la peur, comme montée, une lente montée de la peur qui précéderait, par exemple, l'émergence des guerres hein, dans le temps historique. La guerre étant le moment de la terreur, de l'effroi, de la peur du combattant, mais aussi la peur des civils, enfin bref. Et on aurait ensuite, après la guerre, avant la guerre, mais aussi après la guerre, avant la guerre une montée de l'anxiété, après la guerre une décrue. Hein. Il y a dans les livres qui parlent de la peur sur le siècle des choses qui sont de cette nature-là. Ça me paraît pas Par très juste. exemple, par exemple, Je pensais au travail, par exemple, de quelqu'un comme Joanna Bourke, ça s'appelle Fear, The History of Cultural History, qui est un des livres de référence sur la question. C'est le schéma sous-jacent, me semble-t-il, à ça. Le livre est très, très bien et en plus très bon. Et en plus, il a l'avantage de parler de l'anxiété, ce que la plupart ne font pas. Il y a peu de livres qui abordent vraiment cette question. Il y a celui-là, il y a celui de Zygmunt Bauman qui s'appelle Liquid Fear, la peur liquide, qui tous deux font leur place à l'anxiété, mais pas sans confusion. En tout cas, ce schéma historique qui m'a semblé dominer la question du rapport entre peur et anxiété quand on l'exprime au cours du siècle qui vient de s'écouler ou même de celui qu'on vient d'entamer, c'est ça qui m'a paru ne pas être entièrement satisfaisant. Anxiété avant-guerre, peur de la guerre, décrue de la peur sous la forme d'une anxiété qui se dilue petit à petit et à nouveau monter, vous voyez, monter des peurs. Donc j'ai essayé de montrer, ou j'essaye de montrer, qu'à tout moment historique, guerre ou paix, qu'importe, il y a un rapport constant qui est tenu entre peur et anxiété. Et que de ce point de vue-là, l'anxiété a cet intérêt justement d'être indissociable de la peur et d'expliquer la survenue de la peur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en dehors des moments de guerre, hein, de terreur et d'effroi de la guerre, il y a des moments historiques où la peur surgit, a-t-on l'impression de nulle part. C'est ça que j'ai voulu essayer de comprendre. Mon idée, c'est que si la peur surgit de nulle part, c'est qu'elle est présente dans l'anxiété. C'est qu'il y a dans l'anxiété, en quelque sorte, une peur latente, des structures sous-jacentes de la peur. Une peur en devenir. Dans les traductions, par exemple, de Freud, en ce qui concerne l'angoisse ou l'anxiété, dans la traduction anglaise, le terme qui est souvent employé, c'est expectant fear, hein, la peur de ce qui va arriver ou la peur de ce qui va survenir. C'est ça, hein, c'est peur à l'état latent que j'appelle anxiété, que j'ai essayé de saisir dans les moments historiques que nous vivons. Moment historique, mais aussi peut-être changement de société, changement de le rapport au travail, par exemple, la Bien peur sûr. de perdre son travail. Il n'y Bien a pas que sûr. des événements sanglants, il peut Bien aussi sûr. y avoir des événements qui changent la société. Bien Donc sûr. vous y voyez, vous aussi, un objet d'étude Tout dans à cette fait. anxiété-là? Il y a plusieurs choses. Je pense que l'anxiété est liée à l'incertitude. Elle est liée au fait que les conditions dans lesquelles les individus vivent sont changeantes, mal assurées. Et c'est vrai que les sociétés dans lesquelles nous vivons ont vu se développer une sorte d'accélération de l'incertitude. Hein. Il y a de plus en plus, me semble-t-il, et la globalisation vient y ajouter un élément nouveau, une incertitude de plus en plus grande. Hein. Les cycles de l'incertitude ou le rythme
de l'incertitude s'accélère, me semble-t-il. Et donc, du coup, les individus s'en trouvent déstabilisés. Alors oui, bien sûr, la question du travail et l'anxiété d'un emploi perdu. On a gardé la mémoire de ça. Bien évidemment, la mémoire européenne et nord-américaine, par exemple, sont saturées d'anxiété ancienne, qui remontent par exemple aux années 30, hein, Oui, des et à la grande crashs, voilà. bien sûr, la Grande Dépression économique. Donc, la mémoire du chômage est profondément inscrite dans la mémoire collective de l'Occident. Ah, je crois que vous écrivez que l'anxiété, justement, contient des peurs anciennes. Absolument, Par absolument. exemple, Ça me semble être, l'anxiété me semble renfermer effectivement la mémoire de quand vous peur, la parlez justement trace, les de la sédiments crise de de peurs 29, anciennes. Oui, voilà. oui, absolument. Mais c'est vrai aussi de la peur du crime, c'est vrai aussi de la peur de la guerre, c'est vrai des peurs des violences. Elles disparaissent jamais tout à fait. C'est vrai des peurs des grandes épidémies. Il me semble qu'elles disparaissent jamais tout à fait, mais qu'elles laissent dans la mémoire collective des traces. Alors ces traces, bien évidemment, sont affaiblies. Elles sont blanches en quelque sorte, un peu vides, hein, émoussées. Mais elles sont toujours prêtes, si les circonstances historiques le réclament, à se charger d'objets nouveaux que l'histoire va leur présenter. C'est ainsi, me semble-t-il, qu'on peut comprendre la manière dont les peurs surgissent soudain, sans qu'on puisse vraiment expliquer leur résurgence dans des moments historiques déterminés. Je prends l'Amérique de la guerre froide, par exemple. L'Amérique de la guerre froide est saturée d'anxiété. Hein. On est après-guerre, on est après Hiroshima et on est après Auschwitz, et on est au moment où l'affrontement possible, et surtout l'affrontement nucléaire entre les grandes puissances, peut se produire d'un instant à l'autre, ou du moins l'imagine-t-on. Freud, dans son malaise dans la civilisation, dans les années 30, ne dit rien d'autre. Il dit le malaise et l'angoisse fondamentale de la civilisation, c'est que les hommes peuvent s'exterminer les uns les autres. Ils le savent, dit-il. Hein. D'où leur angoisse, d'où le malaise dans lequel nous vivons. Donc cette idée du malaise et l'idée de l'anxiété comme affect de masse me semble très liées l'une à l'autre. Je reprends mon exemple de l'Amérique des années 50. Il y a bien évidemment une telle anxiété très largement répandue dans la société américaine. C'est le moment où le sénateur Joseph McCarthy va lui donner forme, c'est-à-dire va la lester de la peur, la grande peur rouge, celle des communistes, de l'ennemi de l'intérieur, de ceux qui se seraient infiltrés sous le mode d'une sorte de cinquième colonne rouge et qui menaceraient les libertés fondamentales américaines. Et la peur prend immédiatement. C'est-à-dire que cette nuée anxieuse se cristallise en cristaux de peur, ou bien cette peur sous-jacente, cette anxiété sous-jacente fait résurgence sous la forme de ce courant puissant de peur qui va mener à ce qu'on sait, c'est-à-dire cet ensemble de mises en accusation, condamnation, boycott ou ban vous voyez, de ces créateurs, etc., et puis de tout un tas d'Américains ordinaires. Donc, c'est comme ça que je vois le rapport entre peur et anxiété. C'est-à-dire que, si je comprends bien, l'anxiété serait porteuse de sédiments En quelque sorte. inactifs Tout à fait. et qui, tout d'un coup, deviennent actifs. Voilà. Et Exactement. par exemple, évidemment, vous parlez de la grande peur rouge, mais il y a aussi cette fameuse émission de radio qui correspondait justement, ou qui a réveillé un des sentiments de l'angoisse. Bien sûr. Vous pouvez nous raconter Oui, cette anecdote, parce qu'elle est double en fait, il y a oui, deux histoires. Tout à fait. C'est l'histoire la plus connue et se situe en 1938 aux États-Unis, donc juste avant-guerre. Au moment, là aussi, bien évidemment, où la peur est en train de prendre forme. On sent venir la guerre et la montée de la guerre, en tout cas son expectant fear, la peur de quelque chose qui va se produire. C'est le moment que choisit Orson Welles, qui avait 23 ans à l'époque, qui était donc un jeune homme qui faisait pas encore du cinéma, mais si mes souvenirs sont bons, mais qui faisait de la radio en tout cas. C'est le moment qu'il choisit pour lire un soir à la radio des extraits de La Guerre des Mondes de Wells. Et
aussitôt donc cette émission donc diffusée, dans un environnement réaliste, hein, avec des bruits de guerre qui l'accompagnaient, des faux reportages sur place, des chefs de la police qui décrivent quoi? Qui décrivent l'invasion des Martiens. Alors, mouvement de panique sur la côte Est, hein, les gens ramassent leurs enfants, leurs chiens, un matelas, des bouteilles d'eau, prennent la voiture et filent vers l'ouest, embouteillage de masse, dit-on. La question a probablement été un peu exagérée. C'est un moment où les journaux sont en concurrence avec ce nouveau média de la radio et qui a son importance. Et du coup, les journaux ont donné une grande résonance à cette affaire-là pour montrer ou pour dire après coup, vous voyez, hein, le mal que la radio peut faire. Il n'empêche que, d'une part, effectivement, il y a un mouvement de masse qui s'est produit. Sur l'information suivante, nous sommes envahis par les Martiens. Et pourquoi ça résonne soudain dans le corps, l'âme et la pensée des Américains? Ça résonne parce que les niveaux d'anxiété qui parcourent la société sont tels que, bien évidemment, ces peurs prennent corps. Que l'invasion qu'on redoute n'est peut-être pas celle de la planète Mars, mais quelque chose d'un intrus, oui, quelque chose qui a lieu avec le sentiment d'une guerre en préparation, de la même manière que, bien évidemment, à l'époque du McCarthyisme, hein, c'était le sentiment aussi d'une intrusion, qui était un ennemi, la présence d'un ennemi de l'intérieur, hein, qui était à l'origine de cette grande purge, hein, de collaborateurs communistes, ou supposait-elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Wells n'est pas isolée. Le même scénario s'est produit une dizaine d'années auparavant à Londres, un reportage aussi, un reporting from the barricades, un reportage depuis les barricades, à la radio par le père Knox, qui était un type qui faisait de la radio à l'époque, une sorte de pièce radiophonique comme il y en avait, met en scène de la même manière l'attaque du Parlement, la destruction de la National Gallery, puis de Big Ben, etc., par des chômeurs enragés. Alors il y avait des éléments parodiques là-dedans, mais personne ne les a perçus, hein. Les gens sont réfugiés dans les commissariats, le téléphone a cessé de marcher parce qu'il y avait des coups de fil. En 28 alors. En 26. 26. Donc du coup, là aussi, hein, c'est un moment de tension sociale très forte en Angleterre, où la lutte des classes fait rage, où il y a effectivement du chômage et où il y a des inquiétudes très fortes qui traversent la société. Donc à certains moments, vous voyez, les anxiétés peuvent être réveillées, les anxiétés sous-jacentes, hein, toujours présentes, hein, mais sous forme un peu flottante, vide, pas vraiment déterminée, indécise en quelque sorte, peuvent, hein, se coaguler ou bien se cristalliser, je ne sais pas quel terme il faut employer, ou faire résurgence sous la forme de peur soudaine. On appelle souvent ça, en anglais, moral panic, hein, des paniques morales, c'est-à-dire quelque chose qui s'empare, hein, de manière massive de la population, d'un segment de la population, et qui vient déclencher une peur soudaine. Il y en a eu d'autres. Hein, en France, par exemple, il y a cette fameuse histoire des cabines d'essayage où les femmes, soi-disant, disparaissaient. Oui, et oui. pourraient être emmenées, livrées à la traite des Blanches, etc. Se trouver sur les trottoirs de Buenos Aires. Oui, voilà. Absolument. Alors effectivement, il y a ça. Et souvent, c'était des magasins tenus par des Juifs, si je me Absolument, souviens. absolument. Il y a ça, quoi que ça soit dans ce cas-là, de façon plus disséminée. C'est la rumeur, mais la rumeur, bien évidemment, Voilà, est alimentée par l'anxiété, hein. Les rumeurs, hein, les prédictions sombres, les prophéties de malheur, tout ce qu'on chuchote à voix basse, hein, tous ces bruits qui courent, ces bruits alarmistes, hein, tout ça fait effectivement partie, je dirais, du bagage le plus ordinaire de l'anxiété. Et il y a dans cette rumeur-là, que Morin a décrit de manière classique avec sa rumeur d'Orléans, mais moi je me souviens, enfant à Grenoble, d'avoir entendu la même. Il y avait un magasin de confection, effectivement, qui était tenu par des commerçants juifs, à propos desquels la même rumeur
Et ça, dans les cabines d'essayage, tout d'un coup. mais ça, c'était dans les années 50, 60, 60 même, Absolument, plus que, absolument, à peu absolument, près. absolument. Donc, justement, cette rumeur provoquant l'anxiété touche un sédiment peut-être qui était présent. Bien sûr, le sentiment antisémite, qui n'a jamais été effacé, on le sait depuis, bien évidemment, qui est contraint après-guerre au silence quand même. Parce que bien évidemment, les crimes antisémites ont été d'une telle nature que dans les années 50-60, l'antisémitisme ne peut se dire qu'à voix basse. Ou en empruntant cette voix anxieuse de la rumeur. Je pense que c'est probablement comme ça qu'on peut le comprendre. Et donc, du coup, voilà la manière dont l'antisémitisme trouve, après coup, à s'exprimer dans ce bavardage anxieux, j'ai envie de dire. Alors, dans l'anxiété, je comprends qu'un des facteurs de Mhm. l'anxiété, un facteur important, en tout cas récurrent dans ce que vous venez d'expliquer, est l'intrus. Oui, L'intrusion par quelque chose. Alors, ça peut être un virus, un Mhm. microbe, Bien sûr. mais c'est surtout quelqu'un Mhm. qui peut être, qui a des figures différentes. Bien C'est sûr. justement le commerçant juif, ça peut être un immigré, ça peut être l'autre, tout simplement, et Mhm. c'est au cœur de l'anxiété, un des Et- facteurs. Il me semble que oui. Il me semble qu'il y a la figure de l'intrusion ou de l'intrus, soit de l'ennemi de l'intérieur, soit de l'ennemi qui viendrait de Nous l'extérieur. envahir, Absolument. nous détruire de l'intérieur. Exactement. Soit, regardez les exemples qu'on donnait tout à l'heure, soit les Mm. envahisseurs qui viennent de la planète Mars, soit ces envahisseurs, les séries américaines des années 50-60 en sont pleines, ces envahisseurs qui viennent d'ailleurs mais qu'on ne peut pas reconnaître, sauf qu'ils ont un trait quand même, qui permettent à certains moments de les Une repérer. oreille, Voilà, tout un à petit fait. doigt. Voilà. Il y a quelque chose comme ça qui les trahit, mais c'est exactement la même problématique que celle du McCarthyisme, cette histoire-là. Il s'agit de repérer le communiste dans l'américain ordinaire, donc le trait qui va permettre son côté martien, en quelque sorte. Donc il peut y avoir les deux. Il peut y avoir l'ennemi de l'intérieur, la cinquième colonne, et cette idée-là de l'ennemi de l'intérieur est extrêmement ancienne, et elle se confond, en tout cas, elle alterne avec l'envahisseur venu d'ailleurs. Donc il y a ça qui est... Alors, j'ai été très frappé en travaillant là-dessus par la récurrence, oui, de ces images-là qu'on trouve dans toutes les variantes de chasse aux sorcières, sans aucun doute, dans l'histoire. Mais qu'on trouve aussi dans, je dirais, les modes d'existence de l'anxiété sous des régimes de terreur. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intrusion brutale, subite. J'étais très frappé parce que mon travail m'amène à travailler, bien sûr, sur l'anxiété. Si je fais l'hypothèse que son objet est indéterminé, mal connu, ou qu'à la limite elle n'en aurait pas, ou en tout cas qu'on ne le connaît pas, bien évidemment, ça amène à se poser la question de son existence langagière dans les discours, parce que c'est peut-être Ouais. là qu'elle se trouvait là, tout simplement, dans cette mémoire enfouie des discours qui reviennent. Vous voyez, bon. Donc, j'étais très frappé en travaillant sur ces questions-là, à certains moments historiques, je pense au totalitarisme, au nazisme en particulier, de trouver dans un livre qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressé, qui est un livre de Charlotte Bérat. Charlotte Bérat était une amie d'Hannah Arendt, qui a recueilli entre 1933 et 1939 en Allemagne une multitude de rêves que faisaient des Allemands ordinaires pendant la montée du nazisme. Donc il y avait des juifs et des non-juifs, des bourgeois et des prolétaires, des hommes et des femmes. Elle n'a pas fait une sorte d'échantillonnage, je dirais, sociologique, mais elle a pris comme ça le tout venant de ces rêves qu'elle a fait raconter aux gens sous le totalitarisme et qu'elle a expédié au loin, sachant qu'elle partirait un jour, et qu'elle a récupéré, donc, une fois l'Allemagne quittée, et dont elle a fait un bouquin qui s'appelle le troisième en anglais, The Third Reich of Dreams, le troisième Reich des rêves, et qui s'appelle en français Rêver sous Hitler.
Et donc là-dedans, on voit bien évidemment, à travers le filtre du rêve, ce qui reste d'anxiété nocturne, des peurs ou des terreurs diurnes vécues sous le totalitarisme. Et la figure de l'intrusion est majeure là-dedans. Par exemple, il y a tout un chapitre qui s'appelle « La vie sans les murs ». La vie sans les murs, c'est des rêves comme celui de ce médecin qui le soir rentre chez lui, ouvre un livre qu'il ne possède pas d'ailleurs en réalité, qui montre le rétable d'Eisenheim, où il y a ce Christ torturé, ce Christ souffrant, ce rétable de Grunewald. Et aussitôt le livre ouvert, les murs de la maison disparaissent. Et à l'infini, aussi loin qu'il puisse regarder, tous les murs des maisons ont disparu. Elle appelle ça, Charlotte Bérat, la vie sans les murs. Et il y a quelque chose qui fait intrusion, une voix qui vient de l'extérieur et qui pénètre donc dans la conscience ou l'esprit de cet homme et qui dit en vertu d'une voix comme celle qu'on entend par haut-parleur, vous voyez, hein, celle de la propagande dans les rues ou celle des forces de l'ordre, qui dit en vertu de l'article sur la suppression des murs. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a quelque chose des barrières intimes, des défenses qui tombent, du corps qui est pénétré, des barrières intimes qui... dans le même genre d'idées, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la nouvelle de Kafka qui se trouve être à peu près la dernière, hein, dont la fin du texte a été perdue, qui s'appelle Le Terrier. C'est l'histoire de quelque chose ou de quelqu'un, difficile à dire, un animal, une bête, on ne sait pas, qui vit sous terre comme ça, et qui passe son temps à fortifier les défenses d'un terrier extraordinairement compliqué, avec un labyrinthe, une place forte, hein, comme une sorte de donjon souterrain en quelque sorte, au milieu, et qui passe son temps à anticiper des attaques qui ne viennent pas, hein, bien sûr, sauf qu'un jour, il y a un bruit à nouveau hein, qui vient de l'extérieur, en tout cas de sous terre, il ne sait pas trop d'où, et qui lui parvient. Le bruit se rapproche. Et au moment où le bruit se rapproche et où la peur, alors du coup, prend corps, le bruit s'éloigne. C'est une métaphore superbe de ce qu'est la question de l'anxiété. Pour moi, dans tout le travail de Kafka, ce texte-là, qui est quand même un des grands auteurs de l'anxiété, c'est pas le seul, mais c'en est un, cette nouvelle-là est probablement ce qu'il y a de plus fort sur la question de l'anxiété. Probablement plus encore que le procès ou que le château. Alors, si l'anxiété n'a pas d'objet précis, elle est partout et nulle part, elle est quand même, il y a quand même des vecteurs qui l'entretiennent. Oui. Un des premiers vecteurs, et vous en avez parlé, ce serait bien d'y revenir, c'est le discours politique. Et particulièrement en ce moment en France, Bien même sûr. si vous n'y êtes que quelques mois par an, Occasionnellement, oui. occasionnellement, mais en ce moment, le discours des politiques est porteur, je pense, de cette anxiété, et il s'inscrit aussi dans une longue histoire de la politique porteur de cette anxiété Bien sûr. pour être comme le sauveur ou la personne qui aidera justement aux électeurs à se soulager de cette anxiété. Oui, alors effectivement, la peur comme mode de gouvernement des hommes est une vieille question, hein. Quand on lit Hobbes, quand on lit Tocqueville, quand on lit Arendt, on voit qu'il y a dans la tradition de la philosophie politique, hein, bien évidemment, des références constantes et multiples, et depuis longtemps, à la question de la peur, l'État qui fait peur, les masses qui font peur, la démocratie qui inquiète. On trouve tout ça hein, chez ces auteurs que je rappelais. Donc la peur comme mode de gouvernement des hommes, oui, absolument. Alors, la peur, mais l'anxiété surtout. Alors parce voilà, que la peur ça. est visible. Tout à fait, tout à fait. Mais l'anxiété, c'est encore plus... c'est insidieux. C'est ça. Donc on peut, bien évidemment, instrumentaliser la peur. Et il y en a tellement d'exemples en ce moment dans la situation dans laquelle on est que c'est même pas besoin de les énumérer, surtout qu'ils arrivent de tous les côtés, de droite, de gauche, de l'extrême droite, bien évidemment, dont c'est le fonds de commerce. Hein. C'est quand même une grande spécialité. Et, on sait le parti que tire l'extrême droite, bien évidemment, de ces images extraordinairement inquiétantes, pense-t-elle, de ces masses d'immigrants, d'intrus, hein, de réfugiés. C'est les intrus. L'invasion par l'invasion. Bien sûr, alors on construit des murs un peu partout, hein, que ce soit à Ceuta ou à Melilla, que ce soit le mur de la mer, ce mur terrible de la mer, dans lequel s'engloutissent hein, tous ces gens
qui viennent s'échouer sur les îles grecques ou à Lampedusa, que ce soit ces murs de barbelés qu'on construit un peu partout, aux frontières de la Hongrie, de la Bosnie, etc. Donc il y a bien sûr ça, mais il y a aussi, en dehors de l'instrumentalisation politique de la peur, il y a une peur beaucoup plus ordinaire, qui est plutôt effectivement de l'ordre de l'anxiété, qui est de l'ordre des nouvelles anxieuses. C'est-à-dire que ma question, ça a souvent été, mais qu'est-ce qui se passe dans ces semaines où il ne se passe rien? C'est-à-dire où là, simplement, c'est le fil des choses les plus banales qui se produit. On voit que les nouvelles sont une sorte de litanie ou de succession continue de nouvelles anxieuses de tout un tas d'ordres. Hein. Ça peut être médical, ça peut être sanitaire, ça peut être sur le front du chômage, ça peut être sur celui de la guerre lointaine. Et ces choses se suivent comme ça, bord à bord, de manière continue. Donc il y a une espèce de fil continu de l'anxiété. Alors la presse joue son rôle là-dedans. Je pense que c'est un des deuxièmes vecteurs C'est un deuxième importants de vecteur. l'anxiété. C'est un deuxième vecteur. Alors il paraît que un ami me disait que dans les écoles de journalisme, il y a un adage, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Bon, Absolument. donc on est dans c'est un vrai adage. On est dans ce cas de figure là. Oui. Donc on parle de ce qui va mal. Hein. Et bien évidemment, les occasions de parler ou de rappeler de ce qui va mal sont nombreuses. La seule chose, c'est qu'il y a une grande confusion dans ces peurs. Ces peurs sont confuses. Quel rapport peut-il y avoir entre les unes et les autres, hein? Quel rapport, bien sûr, entre des menaces de guerre lointaines, des réfugiés ou des immigrants, du chômage ici ou là, des alertes sanitaires, la possibilité d'attentats. Tout ça est mélangé dans une espèce de masse confuse de nouvelles qui parviennent chaque jour, mais qui sont de toute manière continues, ça ne s'arrête jamais, qui sont caractérisées aussi par leur ubiquité. Elles peuvent se produire de manière localement ou elles peuvent se produire de manière globale ou planétaire, tout ça est confondu, et où surtout on a du mal à savoir qui parle de tout ça. C'est-à-dire que bien évidemment ça nous parvient par les informations télévisées, ça nous parvient par la bouche de notre politique, ça nous parvient par la voix off d'un documentaire, mais il y a quand même dans cette expression banale ou cette litanie banale d'anxiété, ce bruit blanc de l'anxiété, white noise de l'anxiété, il y a quelque chose comme un discours sans sujet. C'est ça qui me frappe beaucoup. Et ça rejoint ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ces structures discursives comme ça un peu vides ou un peu floues, qui nous accompagnent de façon continue et qui sont porteuses d'anxiété et génératrices de peur à l'occasion. Si jamais les circonstances historiques s'y prêtent, si jamais un événement le réclame, terrorisme, après tout pour la montée du nazisme, il a fallu à la fois qu'il y ait l'anxiété des Allemands qui était majeure après la Première Guerre mondiale, mais il a fallu aussi faire brûler le Reichstag. Il y a eu les deux. Alors votre travail sur l'anxiété porte à partir du milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'anxiété n'existait pas avant? Ou pourquoi avoir choisi ce temps défini, assez récent? Est-ce que c'est lié à ce que vous appelez la société de masse qui a provoqué cette angoisse qui n'existait pas avant? Oui, alors, il y a une réponse simple, c'est de répondre que c'est la manière dont les volumes que nous construisons sont découpés, la manière dont ils sont découpés. C'est-à-dire qu'effectivement, dans notre histoire des émotions, il y a tout un premier pan qui concerne l'histoire ancienne, ou l'histoire la plus ancienne, de l'Antiquité grecque jusqu'à l'époque, au début de l'époque moderne. Il y a ensuite un second volet qui concerne la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle jusqu'aux années 1880. Et on a choisi pour le troisième volume de travailler de 1880 à 2015. Pourquoi? Parce que c'est le moment où émerge véritablement la société de masse. Elle commence, bien évidemment, la société notamment urbaine commence à se former avant, mais la société de masse et les inquiétudes de la société de masse me semblent plus contemporaines de ces dernières décennies du XIXe siècle. Quand on lit des choses sur la ville ou la foule, par exemple, à ce moment-là, il
il y a quand même, on sent des peurs hein, qui apparaissent, en tout cas des inquiétudes. Quand on lit par exemple le livre de Le Bon, hein, le fabuleux livre de Le Bon sur la psychologie des foules, on sent à quel point tout ça est traversé par des anxiétés majeures et que les grandes peurs qui vont survenir bientôt ne sont pas loin. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est le moment où la psychanalyse va s'emparer du problème de l'angoisse. Le problème de l'angoisse, il a été déjà abordé, travaillé. Je pense à Kierkegaard un peu plus tôt que ça. Mais on voit là toute une conjonction, je dirais, à la fois dans la clinique, dans la philosophie et dans l'histoire elle-même, qui nous amène qui nous a amené à faire commencer à ce moment-là, hein, à y voir un seuil, probablement dans l'histoire des émotions, et sans aucun doute un seuil dans la question de la peur et de l'anxiété. Est-ce que l'anxiété, cette anxiété, est-ce que c'est une anxiété moderne? En quoi est-elle différente des autres? Est-ce que Ça, c'est très difficile de répondre à cette question. Il faudrait faire une enquête historique très longue. Alors, des enquêtes historiques longues sur la peur, il y en a. Oui, mais justement, voilà. ce qui vous passionne, c'est cette absence de travail. Oui, le rapport, ce qui m'intéresse effectivement, c'est le rapport entre la peur et l'anxiété. Et là, je serais bien en difficulté ou en mal moi-même, et j'aurais du mal moi-même à répondre de manière précise à cette question qui réclame une enquête historique qui, elle, précise le soi. Il y a des travaux, il y a le travail classique de l'humour sur la peur en Occident, qui s'empare de la question un peu plus tôt. Mais il me semble que dans ce travail, la question de la peur et de l'anxiété sont quand même, c'est pas lui faire injure parce que le travail est important, que de dire ça me semble confondu. En tout cas, on saisit mal ce qui est d'ordre de la peur. C'était la peste, c'était voilà. les grandes épidémies. Tout à fait, voilà. les guerres, les famines, hein, oui. Bien évidemment, les fléaux du péché, enfin bon, il y avait des peurs. Donc dans un monde où Dieu s'est petit à petit, comme ça, connu une présence plus discrète, puis c'est d'une certaine manière effacé, dans ce monde plus désenchanté, hein, la question de la peur et de l'anxiété se pose sans aucun doute différemment. Mais c'est là une enquête historique qu'il faudrait mener sur une très longue durée. Le rapport entre peur et anxiété, tel que j'essayais de vous en parler, qu'est-ce que ça veut dire au Moyen-Âge? Qu'est-ce que ça veut dire hein, au début de l'époque moderne? Question que je ne me suis pas posée, mais qu'un jour, il faudrait se poser véritablement. Donc si cette histoire de l'anxiété s'avère longue et difficile, est-ce que vous pouvez quand même faire une archéologie de l'anxiété dans cette période que vous avez choisie comme d'études historiques? Oui. Il me semble qu'on peut le faire ou la faire à partir à la fois de la saisie des transformations historiques qui se sont produites dans cette période-là, mais à partir aussi de tout un tas de corpus variés qui en contiennent des traces. Hein. Je parlais tout à l'heure de la philosophie politique. Quand même on peut remonter de ce point de vue-là un peu plus loin que la période auquel on fait référence là, il me semble voir des traces de l'anxiété nettement marquées dans les travaux de Tocqueville sur la démocratie en Amérique. Hein, lorsqu'il parle de cette fébrilité inquiète des Américains, de cette sourde inquiétude, de ce nuage qui semble couvrir leur visage au milieu même, dit-il, de leur plaisir, hein, de l'inquiétude, une sourde inquiétude au milieu de l'abondance. Il y a là, me semble-t-il, des éléments qui vont dans cette direction-là. On trouve Hannah Arendt aussi, sans aucun doute, hein, dans l'atomisation des sociétés de masse telles qu'elle l'a décrit, dans l'insignifiance, qu'elle appelle l'insignifiance des individus. Je la cite, la terrible solidarité négative qui les lie les uns aux autres. C'est intéressant cette idée de solidarité négative, parce que l'anxiété, c'est pas une émotion collective. C'est juste une sorte d'affect de masse, un sentiment diffus hein, qui traverse chacun, mais qui n'est pas bien évidemment de même nature que l'émotion collective telle qu'elle est ressentie par les participants à un meeting ou à un match de football où tout le monde crie en même temps, s'enthousiasme. Il n'y a rien de cet ordre-là, une solidarité négative. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui traverse le corps social, qui lie les individus sans véritablement contact, du type de contact qu'on a dans les fusions, dans l'enthousiasme, etc., mais qui est là néanmoins et qui peut justement, à certains moments, produire des effets de contamination ou de coagulation. Hein.
C'est décrit, me semble-t-il, aussi très bien chez Canetti dans Masse et Puissance, hein, quand il parle de la fusion des foules. Hein. C'est le moment préalable à ça. Donc vous voyez, on en trouve des traces là, sans aucun doute. On en trouve des traces dans la psychologie clinique et la psychopathologie, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais on en trouve aussi des traces, bien évidemment, dans la littérature. J'ai parlé de Kafka tout à l'heure, mais il y a tout un corpus là aussi. Il me semble que chez Stefan Zweig, par exemple, hein, dans la manière dont il appréhende ce qui s'est produit au tournant du siècle, on voit bien la montée de l'inquiétude, notamment dans le monde d'hier. Il dit, bon, le monde d'avant-guerre, hein, dans l'Empire austro-hongrois, la vie était douce, hein, c'était cool, c'était un moment heureux. Et puis, après-guerre, les choses se sont bien évidemment gâtées et on sent monter la présence de l'anxiété. Il y a tout un tas d'œuvres littéraires, celle de Kafka, oui, Buzzati, le désert des Tartares, des types qui attendent comme ça et qui regardent au loin, qui attendent, expectant fear, hein, la peur de ce qui pourrait se produire. Hein. Il y a, me semble-t-il, ça aussi, pour revenir à la psychologie clinique ou à la psychopathologie, dans le travail de Freud sur la civilisation, hein, dans le malaise dans la civilisation. Moi, je lis le malaise beaucoup plus comme quelque chose qui provient du sentiment d'angoisse sous-jacent à ceux où il voit l'essentiel, c'est-à-dire le sentiment de culpabilité, qu'au sentiment de culpabilité lui-même, surtout maintenant. Il le dit d'ailleurs, hein, il dit la culpabilité n'est qu'une forme topique d'angoisse. Donc il y a dans la psychopathologie, dans la littérature, dans la philosophie politique, sans aucun doute, mais aussi dans l'iconographie, hein, dans les images, hein, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a des images hein, qui font peur, ou il y a des images qui rendent anxieux, sans aucun doute. Il y a un tableau de Munch qui s'appelle Anxiété. Il est intéressant parce qu'il était peint dans un cadre qui est exactement le même que celui du fameux cri de Munch. C'est pas cette fois-ci une personne seule en proie à une angoisse indicible, hein, avec ce cri qui sort, qui surgit, mais c'est au contraire tout un ensemble de personnages muets qui marchent hein, le long de ce pont, les uns à côté des autres, avec des regards hallucinés. Donc ils sont ensemble, c'est bien un affect de masse, mais ils sont sans rapport les uns avec les autres, ils sont isolés. Une terrible solidarité à la fois collective négative. et individuelle. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors pour reposer la question que je vous posais tout à l'heure, un peu différemment sur l'archéologie de l'anxiété, en un siècle et demi, les choses ont énormément évolué. Est-ce que vous avez déjà repéré différents âges de l'anxiété dans cette période? Écoutez, quand on, de manière, je dirais, classique, quand on essaye de repérer des âges de l'anxiété au cours du siècle qui vient de se dernières années du 19e siècle, le siècle qui vient de s'écouler et le début du nôtre, les explications les plus, ou les analyses les plus classiques sont celles auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire peur pendant la guerre, anxiété avant la guerre, anxiété après la guerre. Donc on décrit comme ça de manière classique hein, un moment anxieux, je parlais de Le Bon tout à l'heure, celui de la montée des nationalismes, on sent monter des violences hein, dans les dernières années du 19e siècle et au début du 20e, puis bien évidemment les grandes peurs liées à la Première Guerre mondiale, et à nouveau un second âge, à nouveau un âge de l'anxiété qui s'ouvrirait après, et qui va voir bien évidemment la crise des années 30, le chômage de masse, la grande dépression économique, puis la montée du totalitarisme. Il y aurait là un âge de l'anxiété. Un second par rapport au premier, si on considère qu'avant-guerre, il y en avait un premier. À la suite de quoi, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, fait date. Le poète anglais W.H. Auden écrit juste après-guerre un poème, un long poème baroque, hein, qui est assez étonnant, qui s'appelle The Age of Anxiety, justement l'âge de l'anxiété, 1947. Hein. Et c'est probablement l'ouverture hein, d'un nouveau moment d'anxiété. C'est là qu'il dit hein, And back they come, the fears that we fear. Et les voilà revenus, les peurs dont nous avons peur. Donc vous voyez l'idée, on peut avoir peur d'une peur. Hein.
Il inaugure, en tout cas ce poème inaugure l'âge d'une peur de la peur. Et c'est cet âge d'une peur de la peur, très peu de temps après, qui va bien évidemment conduire, puisque ça se situe à Manhattan, dans un bar en Amérique, etc., qui va voir surgir les grandes anxiétés américaines des années 50, la peur du communisme, le macartisme, etc. Donc il y a un effet annonciateur, si vous voulez. Il me semble qu'on est rentré maintenant dans un autre moment, que vers la fin du XXe siècle, et et puis dans le début d'une autre, l'anxiété ou la question de l'anxiété se pose un peu différemment. L'anxiété, jadis, elle était vécue, mais elle était tue souvent, hein, ou le plus souvent. On dit en anglais covert anxiety, une anxiété comme ça implicite en quelque sorte, hein, tue, cachée, dissimulée. Et maintenant, on est plutôt dans un moment de overt anxiety, c'est-à-dire une anxiété qui est au contraire parfaitement visible, en tout cas dite, énoncée, par les sujets qui la ressentent. Il y a aussi un livre qui se trouve ici de Scott Stossel, qui est le rédacteur en chef de The Atlantic, cette revue d'idées nord-américaine qui s'appelle My Age of Anxiety. À mon avis, ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, l'âge de l'anxiété s'est individualisé et s'exprime en tant que tel. Alors c'est l'âge de quoi? C'est l'âge de la thérapie. C'est l'âge de la révolution thérapeutique, à la fois l'âge où l'anxiété se dit, puisque la cure psychothérapique permet hein, qu'elle se dise, mais c'est aussi l'âge de la médication et de la médicalisation de l'anxiété. C'est l'âge du Xanax, hein, bien évidemment, qui se trouve être, si mes souvenirs sont bons, le médicament ou l'un des médicaments les plus vendus hein, dans le monde occidental. C'est l'âge où l'anxiété se trouve, par exemple, racontée pendant 1 an et demi dans le New York Times, un blog, hein, des contributions hebdomadaires, hein, par des personnalités ou des anonymes, qu'importe, mais pendant 1 an et demi, sur le thème Anxiety, we worry, hein, l'anxiété. Nous faisons du souci, dit le New York Times. Toute une série de contributeurs vont vous dire comment ou vont vous dire pourquoi. Et les gens répondent, écrivent. Il y a un corpus énorme, hein, dans lequel d'ailleurs je vais me plonger bientôt, où les gens réagissent. Et notamment, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est dans le domaine, quand des contributions abordent le domaine du travail et des anxiétés liées au domaine du travail, c'est là hein, qu'on a le plus grand nombre de contributions anxieuses, je dirais, qui viennent de s'exprimer. Donc vous voyez, l'anxiété aujourd'hui me semble être beaucoup plus que la dépression dont on fait grand cas. Le syndrome le plus massif de la société de masse, hein, c'est-à-dire le plus répandu, le plus chronique, le plus universel. Et en même temps, c'est comme un white noise, hein, comme un bruit blanc des sociétés de masse hein, qui nous accompagnent de manière continue. C'est comme ça que je le ressens, avec bien évidemment tous les inconvénients que ça présente. C'est-à-dire que sur ce fond anxieux peuvent germer et prendre hein, des peurs sans cesse. Hein. Alors, avant de finir notre entretien, je voulais vous poser une question Déjà, on a presque fini. presque finie. Bon, le temps passe En- très vite en votre compagnie. C'était un compliment. Merci. Donc, question plus personnelle, parce que vous habitez en Nouvelle-Zélande, Oui. donc c'est quand même très très loin. Oui. Et vous êtes venu. Écoutez, hein, ne me faites pas dire, je pars dans quelques jours, et l'idée des 26 heures d'avion commence déjà à m'accabler, à un moment anxieux. C'est votre angoisse, c'est votre Absolument. anxiété. Non, absolument. Donc, vous habitez en Nouvelle-Zélande, vous êtes venu 2 fois en France en 2015, une fois Oui, au début de l'année, Oui. en janvier, et une seconde fois à la fin de l'année, à Oui. partir d'octobre. Et donc, vous étiez là pendant les attentats de Charlie, puis les attentats à Stade de France et des cafés, Bataclan et autres. Alors, vous qui réfléchissez à l'histoire de l'anxiété, en fait, vous étiez, vous, comme chercheur, dans une situation quasi expérimentale, si on peut dire. c'est-à-dire que vous avez vu monter et la peur, Mhm. et puis maintenant l'anxiété d'une Mhm. société française Mhm. face à ces deux événements C'est vrai. dramatiques Oui. et atroces. Alors, ça induit pour moi 2 questions. C'est quelles difficultés le chercheur peut rencontrer dans ces cas-là, quand son objet de recherche s'inscrit, dans votre objet de recherche s'inscrit dans un temps long. Or bien là, sûr. vous êtes face à une actualité.
Ouais, un temps Et extrêmement court, un effectivement. temps extrêmement court. Donc Précipité. la question, c'est est-ce que vous êtes accablé par ça? Comment se détache-t-on finalement Mm. comme chercheur de l'actualité? Oui, c'est compliqué, mais c'est effectivement une question pertinente. C'est la question de l'événement, de l'histoire du présent, qui a tendance, dans des circonstances historiques pareilles, à comprimer ou à écraser le train historique propre à la dimension longue de l'anxiété. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre ça en faisant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, bien évidemment, laisser le moment de la terreur ou de l'effroi, comme a dit le président de la République, hein, ils veulent nous plonger dans l'effroi. L'effroi, c'est-à-dire la peur soudaine qui nous saisit lorsqu'on n'est pas préparé. Bon. Et c'est bien quelque chose comme ça, effectivement, qui s'est produit. Encore que l'effroi soit beaucoup plus de l'ordre de la confrontation directe avec le danger. On est dans des formes de médiatisation constante. Hein, donc l'effroi, d'une certaine manière, est toujours différé. Mais j'essaie d'y répondre, j'essaie d'y répondre en réintroduisant, bien évidemment, cette dialectique de la peur et de l'anxiété dans l'événement lui-même, en montrant les effets de mémoire anxieuse qu'il pouvait y avoir là-dedans, la manière dont les peurs allaient se greffer ou se cristalliser ou prendre là-dedans. Donc j'ai essayé de comprendre ça de cette manière-là, de manière à ce que l'événement n'écrase pas, ne comprime pas totalement le temps historique. Une des choses qui m'a paru les plus claires, notamment à propos de Charlie, c'est le fait que, et de ce qui a suivi, c'est-à-dire cette chasse à l'homme qui a duré, aux terroristes, qui a duré un jour ou deux, et ensuite ces grandes manifestations de masse, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est que, étrangement, paradoxalement, la peur soulageait de l'anxiété. C'est-à-dire qu'on était dans un moment d'attente anxieuse que quelque chose, de quelque chose d'affreux qui allait se produire, on a quelque chose de terrible, et qu'à partir du moment où ça s'est produit, il y a eu une sorte, me semble-t-il, de soulagement relativement général. On savait quelle était la menace, on savait à quoi il fallait faire face, on savait comment y répondre, en tout cas on a cru savoir, hein, par ces manifestations de masse qui se sont produites, ce rassemblement quand même qui a été le... C'est pour ça que j'ai, moi, assez mal compris la manière ensuite dont il a pu être tourné en dérision ou interprété pour ce qu'il n'était pas Mais après coup, vous voyez. là, pour les attentats et les mitraillages des cafés Bataclan et Oui. explosions diverses, nous, on n'est pas du tout Non, dans la même non, configuration. non, Peut-être c'est trop tôt non. pour l'analyser. Oui. Et en quoi ça a quand même nourri votre pensée, votre travail Ça a été difficile parce que j'étais en train de travailler là-dessus quand tout ça s'est produit. Et donc, effectivement, c'est un moment où ce qui a dominé, c'était l'effroi, la peur, etc. Et donc, ça a mis la question de l'anxiété, d'une certaine manière, entre parenthèses. Sinon que j'ai recherché après coup. Et j'ai trouvé par exemple, en date de tout début octobre, des articles dans Le Monde, etc., qui annonçaient littéralement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il y avait des nouvelles qui, à l'époque, pouvaient paraître alarmistes. Des nouvelles qui disaient, je dirais de manière absolument littérale, ce qui se produirait lorsque des individus seraient lâchés dans Paris avec des kalachnikovs. Des individus aguerris par le passage en Syrie. Les commentateurs informés qui faisaient ces remarques disaient qu'on avait eu, l'un d'entre eux disait, on a eu affaire jusqu'à présent à des amateurs, des peintres en bâtiment, disait-il. Hein. Il voulait parler des Kouachi, bon, en dépit des dégâts, bien évidemment, qu'ils ont pu commettre, ou du type du Thalys. Hein. Là, quand j'ai lu ça, après coup, j'ai vu le caractère extraordinairement ambigu de ce moment où l'anxiété montre. Parce que si on interprète ce qu'on lit dans ces articles-là, qui venaient de sources visiblement bien informées, services secrets, forces antiterroristes, etc., si on lit ça au conditionnel, bien évidemment, dans une sorte d'irréel, en quelque sorte,
bien évidemment, ça n'a qu'une charge, ça a une charge anxieuse, et une charge anxieuse uniquement. C'est quelque chose qui pourrait se passer. Expectant fear. Le problème, c'est que ce que nous a appris ce qui s'est produit, c'est qu'il fallait le lire au futur. Et vous voyez, c'est dans cette hésitation-là. Faut-il lire ces textes-là au futur, comme quelque chose qui va se produire, ou faut-il le lire au conditionnel, comme quelque chose qui pourrait se produire mais qui ne se pourra pas? C'est dans cette incertitude-là que se situe la question de l'anxiété. Quand je lis ça dans le journal, c'est cette ambiguïté-là, hein, où la question de l'anxiété se pose. C'est ça qui la nourrit. Hein. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? C'est dans cette marge-là d'incertitude, hein, anxieuse, hein, bien sûr, que me semble se situer. Donc il a fallu que je revienne après coup. Vous voyez, à la phase préparatoire ou montante de l'anxiété qui a précédé ce qui s'est passé, pour essayer d'en saisir les traces. Y a-t-il un remède à l'anxiété? Xanax. Le problème, c'est que, bien évidemment, c'est pas sûr que ça marche, mais c'est consommé. C'est un affect de masse, bien évidemment, médication de masse. Alors, avec tous les bémols qu'on connaît, puisqu'on sait bien évidemment très bien qu'il y a une promotion de l'anxiété. Pour vendre du Xanax, il faut que l'anxiété soit promue, hein, comme état. Ou comme condition. Donc il y a tout un tas de bouquins qui disent ça assez bien, hein, le lien entre les big pharma, comme on dit en anglais, les laboratoires pharmaceutiques, le DSM, c'est-à-dire la description des syndromes psychiatriques tels que la psychiatrie américaine la remet à jour en multipliant, hein, les syndromes anxieux. Hein. On est passé des années 60 à maintenant par une multiplication par, je ne sais pas, en global de 200 ou 300. Les gens qui travaillent là-dessus le disent. Donc on a affaire à ça. Il y a tout un marché de l'anxiété, un marché médical. Il est soit médicamenteux, soit bien évidemment psychothérapeutique. Donc voilà, alors il y a ça. Votre antidote à vous? Bah écoutez, je fais comme je peux, je suis comme tout le monde, quoi. Hein. C'est-à-dire que, alors des fois, j'essaye de ne pas y penser, mais ce qui est une réaction relativement commune, mais ça marche, comme vous savez, pas très bien. J'essaye de limiter ma consommation médicamenteuse, bon, au plus bas, hein, comme chacun d'entre nous, soucieux de sa santé. Et puis, j'essaye de trouver dans la vie des moments où ça va bien, où il y a du plaisir qui se présente, histoire d'oublier un peu tout ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir.